Fabrice Bonvin, donc, qui va venir maintenant, est titulaire d'un master en psychologie à l'Université de Genève. Il étudie depuis une vingtaine d'années tous les aspects de la conscience, les états modifiés de la conscience, la vision à distance, donc c'est un expert dans ce domaine-là. Il est aussi spécialiste des ovnis, des objets non identifiés. Il a écrit 3 livres dans ce domaine, il a fait des recherches aux 4 coins du monde. D'ailleurs, si vous voyez sur le toit, il y a un aéronef, il est venu avec son ovni spécial. Donc, il a combiné en fait la partie très rationnelle, parce que c'est quelqu'un de très rationnel, la partie de la conscience, vu qu'on fonctionne là-dessus, la partie des ovnis, et il fait beaucoup de recherches dessus. Donc, je vous invite donc à accueillir et d'applaudir Fabrice Bonvin qui va faire la suite de la conférence maintenant. Merci. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content d'être parmi vous. Merci aussi pour vos applaudissements et vos encouragements. Ça va être très difficile pour vous et pour moi. Pour vous, parce que je vais parler de physique quantique, et c'est un sujet qui est ardu. On sait que seule une dizaine de physiciens peut-être maîtrisent réellement le sujet. Et pour moi, ça va être difficile parce que je vais devoir le faire en 25 minutes. Mais je vais essayer d'être aussi bref que possible. Et en guise d'introduction, je voulais vous poser cette question sous forme d'une équation, puisqu'on parle de physique, hein, donc on parle d'objets mathématiques. Est-ce que vous avez la réponse à cette équation? Cette équation qui est une addition Olivier et Dragon Ball. Difficile, hein? C'est aussi la question que je me suis posée. Et je me suis dit, il faut dire qu'Olivier, en fait, on vit dans le même espace la plupart du temps. Moi, j'ai rencontré parce qu'il travaille dans mon immeuble. J'habite au 2e étage, lui est au rez-de-chaussée, et c'est là où il exerce son art et les soins qu'il donne. Et quand je le croise, je rentre du travail, ou je pars au travail, on échange sur tous ces sujets qui nous passionnent. Et un de ces sujets, c'est justement la quantique et la conscience. Et à mes yeux, quand je l'ai connu, il y a peut-être de cela 2 ans, voilà un petit peu l'image que j'en avais. Une espèce d'entité entre un bisounours, et là peut-être vous le reconnaissez, mais c'est Jésus. Il me disait, il faut envoyer, recevoir de l'amour de manière inconditionnelle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Moi, je suis quelqu'un de très rationnel, il me faut des faits, il me faut des analyses, il me faut des chiffres, il me faut des données, et je me posais cette question, est-ce qu'on est en face d'un délire, d'une plaisanterie ou d'une arnaque? Alors, je vais tout de suite vous rassurer, aucun de ces 3. Théoriquement, la guérison à distance est possible. Et c'est ce que je voulais vous montrer durant les 20 minutes qui restent. Voilà. Alors, je vais m'appuyer là-dessus sur un précepte qui m'est cher, celui d'Aimé Michel. Aimé Michel est philosophe, mais il est aussi ufologue. Et lui disait avoir l'esprit ouvert à tout et ne rien croire. C'était son précepte. Et c'est le mien également. Je pense que c'est important. Je pense que si vous êtes ici, vous toutes et tous, c'est parce que vous êtes ouverts, en tout cas ouverts d'esprit. Et vous êtes là pour m'écouter, c'est déjà une bonne chose. Et après, en croisant Olivier, qui, pour moi, vit un petit peu dans une sorte de caverne, hein, comme je disais, il vit au sous-sol de mon immeuble, j'ai tout de suite pensé à Platon. Vous connaissez peut-être le mythe de la caverne de Platon, où Platon nous explique que ce qu'on observe et ce qu'on voit n'est pas la réalité. Il parle de forme, il parle de projection. Voilà. Donc, je me posais cette question, est-ce que c'est impossible et possible? Alors, il faut savoir qu'il y a un débat très important qui a lieu depuis 2000 ans et on n'a toujours pas la réponse qui est mise en branle par quelque chose qui s'appelle la philosophie de l'esprit. La philosophie de l'esprit a occupé Platon, qu'on voit ici, mais également Démocrite, Teilhard de Chardin, Kant, Leipzig, des plus grands philosophes, Marx également, et en fait pose la question suivante,
qu'est-ce qui vient en premier, la matière ou l'esprit? La matière est-elle le substrat de l'esprit ou l'esprit est-il le substrat de la matière? Est-ce que vous me suivez? C'est un petit peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule. Qu'est-ce qui vient en premier? La première théorie, qui dit que la matière prime sur l'esprit, on appelle cela le réalisme ou le matérialisme. Elle dit, cette théorie, que tout existe indépendamment de notre conscience. La deuxième hypothèse, deuxième postulat, dit que la nature ultime de la réalité repose sur l'esprit, sur nos représentations, et c'est ce qu'on appelle l'idéalisme. Vous me suivez toujours? Oui. À votre avis, maintenant, question pour vous, dans quel dogme actuellement, on peut dire que c'est une dogme ou une croyance, vit-on? Le matérialisme ou l'idéalisme? Le matérialisme, bien sûr. On vit dans un énorme mensonge. Et la physique, je vais vous le prouver maintenant, et la physique quantique l'a démontré, la nature ultime de notre réalité, c'est l'esprit et c'est l'information. Comment en est-on arrivé là, au triomphe du matérialisme? Alors, très rapidement, il y a des raisons historiques. On est passé par la révolution industrielle, par le progrès technique. D'accord? Donc la science est venue en appui de cette croyance, puisque le matérialisme n'a jamais été prouvé. Il s'agit en fait d'un postulat métaphysique, on peut dire ça comme ça. Ça passe aussi par le darwinisme et la théorie de l'évolution, et puis par le triple matérialisme dans lequel nous vivons actuellement, donc un matérialisme dialectique, qui est le marxisme, un matérialisme capitaliste, qui dit en fait que le sens de la vie passe par la circulation des échanges et le profit matériel, et finalement le matérialisme scientifique, et c'est celui-là qui va peut-être plus nous occuper aujourd'hui, qui dit que seule la matière existe et l'esprit n'est qu'une production du cerveau. D'accord ? Donc, la matière produit l'esprit comme le foie sécrète la bile. C'est bon jusque-là? Oui? Ok. Ça, c'est pour planter un petit peu le décor. C'est important de savoir d'où on part et de quelle croyance nous vivons. Nous vivons dans une croyance de dogme matérialiste, on va dire déterministe, scientifico-technique, quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment dans la matière. Alors maintenant, je vais commencer à parler un petit peu de la physique quantique. La physique quantique a presque 100 ans d'existence et étudie le monde microscopique, le monde de l'infiniment petit, le monde des particules, les quarks, les photons, les électrons, etc. Et Max Planck, qui est le fondateur de la physique quantique, disait « L'esprit est la matrice de toute chose, il n'y a pas de chose équivalente ». Donc déjà à l'époque, les physiciens se sont rendus compte que, en fait, on va y venir, la matière est une illusion, le temps est une illusion, l'espace est une illusion. Tout cela, en fait, n'existe pas. On peut presque dire que la réalité n'existe pas. Incroyable, n'est-ce pas? Par contre, pourtant, c'est vraiment comme cela qu'on observe le monde microscopique, le comportement de ces particules. Alors, c'est écrit petit, mais je vais essayer de résumer ceci. C'est important que je lise un petit peu les slides parce que la sémantique et les mots sont très importants dans cette manière de présenter les choses. Donc, la mécanique quantique, disais-je, a été créée à la fin des années 20. Elle décrit le comportement de la matière microscopique avec une précision sidérante qui a toujours été démontrée. La physique quantique a bouleversé notre vision newtonienne et galiléenne du monde, et surtout a remis en cause les notions classiques de temps et d'espace. Donc on doit renoncer au déterminisme, à l'objectivité et à la complétude. Par exemple, il a été démontré par le physicien Alain Aspect en 1982 que deux particules qui étaient autrefois reliées et qu'on sépare à des milliers et des milliers de kilomètres continuent à rester connectées au-delà de l'espace et aussi au-delà du temps. Donc, on se retrouve en face d'étranges propriétés comme l'indétermination, c'est-à-dire que l'état d'une particule, si vous voulez, n'est pas déterminé tant qu'on ne l'observe pas. Elle s'exprime en termes de probabilité. L'incertitude, la probabilité, la causale, le non local et l'atemporel.
on a pu observer, par exemple, des phénomènes de rétrocausalité, c'est-à-dire que le futur a influencé le passé, évidemment qui s'est déjà passé. Des choses vraiment contre-intuitives, pourtant qui ont été validées scientifiquement. D'accord ? Et ce qui est peut-être le plus important, c'est vraiment ce principe de non-localité qui montre en fait que, je dirais, l'essence du réel est non locale. Et plus que ça, notre conscience est non locale. Notre conscience ne se situe pas dans notre cerveau. Notre conscience sert d'émetteur et de récepteur à de l'information. Donc on va y venir. Alors, de quoi est constitué finalement l'univers ? En fait, la réalité est une co-création de nos consciences. C'est nous qui créons cette réalité. C'est ça l'idée. Sans nos consciences, pour revenir à l'idéalisme, rien n'existerait ici. Ce qu'on perçoit, c'est de la matière, de l'espace et du temps, mais la physique nous apprend aujourd'hui que tout cela n'est qu'illusion. On ne peut pas les utiliser comme une référence objective. Donc ce sont des constructions de notre conscience. Ce qui est objectif, en fait, c'est un monde d'informations sous-jacent. Et c'est là qu'intervient la notion d'information, puisque la physique quantique nous amène irrémédiablement à l'information. En fait, ce qui constitue notre réel, c'est de l'information. Tout est information. Moi, je suis information, c'est mon ADN, pour donner un exemple. Donc, c'est à partir de cette information que notre conscience construit la réalité. La physique de l'information est une physique relativement nouvelle, qui a peut-être 20 ans, 15 ans d'existence, et qui peut très bien expliquer, en fait, ce qui a les démonstrations avant d'Olivier. Donc, l'univers tout entier pourrait bien se réduire à de l'information pure, et en fait, on arrive justement sur cette physique de la conscience et de l'information qui donne raison à Platon au niveau de l'idéalisme. Des expériences ont été faites, des expériences scientifiques, et ces expériences, en fait, ont montré que les intentions d'un observateur peuvent remettre de l'ordre dans le chaos. Okay. On dit alors que la conscience prend le relais de la mécanique. On n'est plus dans dans des considérations déterministes, on est dans des considérations quantiques, cette fois-ci. Donc voilà, quelle est la nature de l'information qui sous-tend les manifestations du monde réel ? Ce sont les intentions en vouloir collectif. Vous voyez qu'on commence à arriver sur le sujet, on parle de guérison à distance, vous allez envoyer et recevoir de l'information avec des intentions de guérison, j'espère que c'est des intentions positives, et bien là, effectivement, vous créez une réalité. Est-ce que c'est clair jusqu'ici ? Donc on commence à avoir une base théorique à travers la physique de la conscience et de l'information pour expliquer pourquoi l'impossible est possible, en fait. Voilà. La physique de l'information, peut-être se concentrer sur ce slide. Les propriétés de la physique quantique permettent de traiter l'information comme une grandeur physique. On va pas, ça va au-delà de l'espace et du temps. On va également prendre l'information comme une donnée à part entière dans les équations. Et c'est, comme je le disais, cette vision qui nous fait basculer de la vision matérialiste naïve à l'idéalisme. Donc la matière est alors définie comme une cristallisation de la conscience. Et très important ici au milieu, la matière, tout ce qui nous entoure ici, devient en fait un monde phénoménal. Donc c'est le monde des formes. Okay, c'est la réalité qu'on expérimente tous les jours. Son expérience n'existe que pour et par une conscience, enfin la nôtre, à partir d'une réalité intelligible qu'on appelle l'information. Donc encore une fois, on retrouve l'information comme notion clé en physique quantique. Et en fait, à partir de là, on a deux hypothèses. On a la première hypothèse qui est très à la mode actuellement sur les réseaux sociaux et qui dit qu'on vivrait dans une simulation. Vous êtes peut-être tombé là-dessus. Donc certains physiciens développent cette hypothèse qu'en fait notre réalité n'est pas la réalité primaire, mais serait une réalité simulée, serait le fruit d'un programme d'information, d'un algorithme, serait la création d'autre chose. Et ils peuvent le démontrer d'une certaine manière. Enfin, en théorie, c'est possible.
selon eux. Et vous avez l'autre hypothèse qui dit que la conscience, cette fois-ci, a un pouvoir créateur. Et c'est l'hypothèse qu'on va préférer, en fait. Elle ne se contente pas seulement de balayer l'information, mais elle va créer une réalité de par ses intentions. Alors que dans la première hypothèse, celle de la simulation informatique, vous pouvez vous représenter Matrix, le film Matrix, on est dans la simulation, la conscience est passive. Tout ce qu'elle fait, elle lit l'information, notre conscience lit de l'information, et c'est tout, elle ne crée pas. D'accord ? Ok. Donc, cette hypothèse-là, c'est l'hypothèse préférée de beaucoup de physiciens, dont Philippe Guimont, avec lequel j'ai pu rédiger un ouvrage sur la conscience. Lui fait c'est sa spécialisation, la physique de la conscience. Et en fait, on voit que la conscience a un pouvoir et que la réalité, comme on l'a dit, est une production commune. La conscience suscite l'information, elle la crée, le produit par ses intentions. Vraiment, l'idée d'intention est importante et je crois qu'Olivier l'a très bien démontré avant. Voir le positif par la pensée positive, par la loi de l'attraction, car les intentions créent la réalité. Encore une fois, ce qu'on observe se produit. Cela implique que toutes les consciences co-créent le monde perçu par un vouloir collectif. Si tout le monde pense à une troisième guerre mondiale, je vous promets que la troisième guerre mondiale va se produire, de par cette propriété. Un vouloir commun qui explique l'intersubjectivité. C'est pour ça que nous observons ici la même chose, nous voyons la même chose, nous expérimentons la même chose. Je vois un escalier, je vous vois vous, vous me voyez moi. Voilà, le fait que l'on voit tous le même monde à l'état de veille. Beaucoup de philosophes et de physiciens lui ont donné un nom à ce champ d'information. C'est un champ unifié qui sous-tend toute la manifestation de la vie, plein d'énergie, riche d'informations, qui produit de la cohérence et l'interconnexion entre les différents éléments. Peut-être certains noms ici vous sont familiers. Le champ akashique de Erwin Laszlo, le réel voilé de Bernard d'Espagna. On a aussi les champs morphiques de Rupert Sheldrake, qui est bien connu pour ses recherches, l'ordre implicite de David Bohm, et puis la psyché quantique de François Martin. Voilà. Donc le vide quantique apparaît comme un plein cosmique physiquement réel. L'univers est en fait truffé d'informations. L'univers, c'est de l'information et c'est notre conscience, en balayant cette information et par nos intentions, qui créons le monde actuel. Donc on arrive là dans la vision idéaliste des choses. Mais évidemment, cette vision, je me permets ici un petit aparté, pose problème, je dirais, dans notre schéma de société actuel, où on attend production, rentabilité, etc. Et encore cette semaine, je voyais ce qui se passait dans les abattoirs en France, vraiment des choses vraiment horribles. Et je me suis dit, ce genre de choses, déjà, ne devrait jamais exister, bien sûr, mais n'existerait pas si on avait une vision idéaliste des choses. Mais comme on place, je dirais, la matière, la production, le rendement, on traite les choses comme de la matière. Okay ? Voilà, nous sommes des sacs de viande, en gros. Ça a des implications philosophiques très importantes. On meurt, il n'y a pas d'âme, c'est fini, et puis on revient à la terre, etc. Et c'est vrai qu'avec cette vision matérialiste des choses, on a peut-être tendance à traiter la chaîne du vivant, son rapport aux autres, d'une manière très utilitariste, peut-être plus égoïste, et finalement moins humaniste. Avec cette vision idéaliste, nous voyons que tout est interconnecté. Je vous ai parlé avant du principe de non-localité. D'accord ? Donc tout est interconnecté, nous créons nous-mêmes, nous sommes co-créateurs d'une certaine réalité. Alors, il ne me reste plus beaucoup de temps. Pour résumer, l'espace, le temps et la matière n'existent pas, ontologiquement parlant. Mais ça, les physiciens l'ont démontré. Je ne vais pas vous le montrer avec des calculs, je ne suis pas physicien. Mais c'est prouvé, certains pensent que le temps n'existe pas. C'est le balayement de notre conscience sur l'information. Il existe un champ d'information qui est balayé par la conscience, qui est transformé en espace, en temps et en matière. Ce sont les intentions qui excitent le vide quantique. Alors, pour illustrer ceci, je voulais vous parler un peu de vision à distance. C'est un sujet que je connais très bien, que j'étudie depuis une quinzaine d'années. La vision à distance est une perception extrasensorielle. Elle permet à des personnes qu'on appelle les intuitifs d'aller voir à distance, par-delà le temps et l'espace,
ce qui se passe, à travers le ressenti physiologique, kinesthésique, et de le décrire, et de le dessiner, et de le rapporter. Vous pensez bien que ce type de capacités ont intéressé en premier lieu les armées, en particulier l'armée américaine, qui a développé un projet. Ce projet s'appelait le projet Stargate, donc la porte des étoiles, et s'est déroulé pendant une vingtaine d'années, et a été utilisé pour aller espionner les Russes de l'autre côté du rideau de fer entre les années 70 et 95, pendant plus de 25 ans. Et ce projet était subventionné par l'armée américaine, le gouvernement américain, et était chapeauté par le Stanford Research Institute. Voilà, avec des exemples que je vais vous montrer là. Donc tout ça pour vous montrer que certains savent très bien que notre conscience est non locale et qu'on est capable d'aller chercher de l'information ailleurs et de la restituer, comme on est capable d'envoyer de l'information dans le cadre de la guérison à distance. Ici, deux exemples qui sont tirés en fait, des archives. Toutes ces expériences secrètes, ces programmes ont été déclassifiés en 95. Donc là, on a demandé effectivement à un intuitif, on lui a donné cette simple coordonnée, on lui a dit 1843-9037, qu'est-ce que tu vois? Ça, c'était la cible. Vous reconnaissez peut-être la fameuse montagne de rencontre du troisième type qui s'appelle le Devil's Tower. Voilà ce qu'a pu dessiner à la fin l'intuitif. En vision à distance, il ne savait pas de quoi on parlait. Un autre exemple ici avec un missile, on lui a donné aussi une série de 8 chiffres. Ici la cible, regardez la description. On voit ici le chapeau du missile et puis les diverses ogives dans le missile. Un exemple plus récent, les Américains étaient à la recherche de Saddam Hussein. Ils ont demandé à un certain nombre d'intuitifs de voir ce qu'ils pouvaient obtenir comme information. Ils ont décrit ceci. Ils ont dit il est là-dedans. Et voilà où il était. On retrouve les arbres ici sur les côtés et on retrouve ici en fait, la structure principale du bâtiment. Voilà. Donc ça fonctionne. La vision à distance fonctionne, on peut l'apprendre, je peux l'enseigner. Il y a un protocole, c'est scientifique, c'est ce qui me plaît. On passe par différentes étapes, il y en a 6. On se met avant dans des conditions. On se met avant dans des conditions de relaxation, c'est très important. On a parlé de l'ego, on a parlé du mental. Effectivement, le mental, tout l'exercice, on a parlé aussi de désapprendre. C'est de désapprendre, faire taire le mental. Une fois que le mental est tu, on peut se relier à son soi, se relier à son intuition. Et puis après, l'intuition, ça se travaille. On a parlé aussi de lâcher prise, ça en fait partie. Voilà. Donc, conclusion. La physique quantique donne raison à Platon. En fait, le matérialisme est mort. Vive le matérialisme, on va dire ça comme ça. L'esprit est le substrat de la matière. La matière, l'espace et le temps n'existent pas en tant que tels. Ce sont une création de nos consciences. Primat des intentions dans le processus créatif, c'est très important ce que vous pensez, comment vous voyez le monde et ce que vous voulez. Ça, Olivier l'a expliqué suffisamment longtemps. La conscience est non locale, donc elle ne se trouve pas dans vos boîtes crâniennes. Elle n'est pas là. On ne sait pas où elle est, mais elle n'est pas là en tout cas, ça c'est sûr. Et ça, c'est le plus grand tabou du XXIe siècle. La conscience n'est pas soumise aux contraintes de l'espace et du temps. La vision à distance a prouvé qu'elle fonctionne. Donc, si la vision à distance a prouvé qu'elle fonctionne, ça veut dire que la guérison à distance fonctionne, mais aussi la prière fonctionne. Enfin, tous ces états, je dirais, psychiques, créateurs de réalité, ne peuvent évidemment que fonctionner en vertu de la physique quantique et de la physique de l'information. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, reste ici. Je savais que le gars qui habite en dessus de ma caverne était très, très brillant. Donc, super. Par contre, tu as oublié quelque chose. Tu as oublié, en fait, la partie de l'ADN et des nationalités et des origines. Parce qu'il y a des personnes qui donc, ont un ADN ici, tu as des personnes, selon les pays, ont un ADN différent. Donc, on de ça. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont italiens dans la salle? Parce que, par exemple, il y a l'ADN normal et il y a l'ADN italien. Allez, oui, merci. Merci, Olivier.